Bonjour. Alors, pour l'instant, vous êtes 15, 16. On va attendre encore un petit peu. Alors, avant qu'on commence, donc, au conseil de classe il a eu lieu mardi. Conseil de classe de mardi, donc on a identifié quelques élèves qui sont susceptibles de passer l'oral, c'est-à-dire qui aujourd'hui, avec les notes des bulletins, n'ont pas 10 de moyenne générale. Et donc, ces élèves-là, vous avez dû être contactés par Madame Dallène par mail pour l'organisation de séances de préparation aux oraux. Donc, pour ce qui est des maths, là, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va terminer le programme. Et on commencera à partir de la semaine suivante, donc c'est-à-dire la semaine du 15, on commencera, donc pour ceux qui potentiellement passeraient l'oral, des séances de révision. Et puis, j'organiserai, je pense aussi pour ceux qui le souhaitent, des séances au contraire d'approfondissement pour ceux qui veulent continuer en prépa l'année prochaine. Donc ça, on verra. Par contre, pour les séances de révision, il faut absolument que vous preniez contact. Donc, on vous a proposé de la préparation aux oraux, soit en maths, soit en physique, soit en SVT, enfin les trois. Il faut contacter maintenant vos enseignants de chaque matière pour dire si vous souhaitez y participer ou pas. Alors, là, tout le monde n'est pas là, c'est dommage. Donc, il faut que vous disiez, donc, notamment les deux délégués, dites bien à ceux qui sont concernés qu'il faut maintenant qu'ils nous contactent pour dire si ils souhaitent ou non participer à ces séances de révision. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, par mail sur le NT, par exemple, ou par mail personnel, ça dépend. N'importe quel moyen, vous contactez chacun des professeurs. Donc, en général, souvent, on vous a proposé 3 matières. Et sachant que vous devrez en passer que 2 à la fin, si vous êtes à l'oral. Mais ça peut être intéressant de se préparer dans les 3 pour voir dans laquelle ce sera le plus efficace de passer à l'oral. Un SVT en maths, Diogo, ça ne m'étonne pas. Tu sais qu'au conseil de classe, il voulait te proposer que physique et maths. Moi, j'ai dit, je pense qu'il faudrait lui proposer les 3, parce qu'il n'est pas très ami avec la physique. Donc, vous le dites bien à ceux qui ne sont pas là, notamment, je vois que Lina n'est pas là.
Voilà, et puis pour les autres, pour des cours plus d'approfondissement, je vous tiendrai au courant pour qu'on voit ça. Et ça aura lieu plutôt au lycée, hein, en présentiel. Pas d'autres questions? Oui, bien sûr, Martin. Une fois que le cours est fini, on discutera, si tu veux, même avec le micro, c'est plus simple. D'autres questions? Non? Ok. Donc, on va y aller avec notre dernier chapitre. Oui, Diogo, on t'expliquera tout ça. Et on doit choisir que deux matières pour le bac. Oui, oui, Afaf. Quelle est ta question, Afaf? D'accord, ben, on verra donc après le cours. On fait comme ça. Alors, on y va. Donc, chapitre 16, dernier chapitre, où on revient sur des probabilités, mais des probabilités continues. Donc, on a vu un premier chapitre où on avait vu des exemples de lois de probabilité continue, la loi uniforme et les lois exponentielles. Et donc, on va voir dans ce chapitre une dernière série de lois qui sont les lois normales, qui sont très importantes parce qu'elle se rencontre dans plein de phénomènes dans la nature. Et on va voir qu'elle a des applications importantes euh, pour un certain nombre de problèmes d'estimation, de prise de décision, etc. Alors, on y va. Donc, grand 1, la loi normale centrée réduite. Donc, théorème qu'on admet, parce qu'il n'est pas du tout simple à démontrer, on n'a pas les outils pour le faire, mais on admet que c'est vrai. La fonction f définie sur R par f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 est une densité de probabilité sur R tout entier. Donc, concrètement, ça veut dire que cette fonction, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2, c'est une fonction qui est continue, bon, ça ne pose pas trop de problème à voir, qui est positive, ça c'est évident, et dans l'intégrale sur R tout entier, c'est-à-dire si je regarde l'intégrale de a à b de cette fonction, que je fais tendre a vers moins l'infini et que je fais tendre b vers plus l'infini, eh bien je vais avoir une double limite, donc en faisant tendre a vers moins l'infini et b vers plus l'infini, qui est égale à 1. Autrement dit, ça veut dire que si on regarde l'air sous cette courbe, donc cette courbe, ce qu'on appelle une courbe gaussienne, on dit aussi une courbe en cloche, l'air sous cette courbe, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, est égal à 1. Alors, on peut se demander d'où vient le facteur 1 sur racine de 2pi qui est là. C'est simplement pour que cette intégrale fasse 1. Si vous ne mettez pas ça, si on ne mettait pas ce terme ici, eh bien, cette fonction-là, exponentielle moins t carré sur 2, elle a une intégrale qui serait égale à racine de 2pi. Donc, le terme qu'on met devant, c'est justement pour que ça fasse une densité de probabilité. Alors, une des propriétés fondamentales qu'on va utiliser sans cesse, c'est le fait que la fonction f est une fonction qui est paire. Quand je remplace t par moins t, à cause du carré qui est là, ça ne change pas la valeur de f. Donc, que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ayez bien toujours en tête cette courbe, son allure et sa symétrie, parce que je vais m'en servir très très souvent là, dans ce qui suit. Alors, première définition, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale centrée réduite, qu'on va noter n01, si la densité de x est la fonction f. Donc on vient de dire que f c'était une densité de probabilité. Si x est une variable aléatoire qui a f comme densité, on dit qu'elle suit une loi normale centrée réduite qu'on notera n01. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc concrètement, ça veut dire que si x suit une loi n01 pour tout réel a et b, avec a plus petit que b, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, c'est la même que la probabilité que x soit égal à a. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x à a de la densité, donc de racine de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt. La probabilité que x soit entre a et b au sens large ou au sens strict, on sait que ça ne change rien, c'est l'intégrale de a à b de la densité. La probabilité que x soit plus grand que b, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de b à x de la densité.
Et donc, rappel, comme pour toute loi continue, la probabilité que x soit égal à a est nulle, ce qui justifie qu'on puisse mettre ici une inégalité stricte ou une inégalité large, et ça ne change rien. Alors, propriété fondamentale, si x est une loi normale sans très réduite, la probabilité que x soit plus petit que 0 est la même que la probabilité que x soit plus grand que 0, et c'est égal à 1,5. Pourquoi? Eh bien ça vient essentiellement de la symétrie. Comme la densité f est une fonction paire, ça veut dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe ordonné, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, puisqu'il y a une symétrie par rapport à l'axe ordonné, ça veut dire que la partie de la courbe qui est avant l'axe des ordonnées, donc la partie qui est entre moins l'infini et 0, a la même aire que la partie qui est entre 0 et plus l'infini. Mais par définition, je me suis trompé là, la partie qui est avant 0, c'est la probabilité que x soit plus petit que 0, et la partie qui est après 0, c'est la probabilité que x soit plus grand que 0. Donc là, il faut corriger, c'est supérieur à 0. Donc on a p de x plus petit que 0 égale p de x plus grand que 0. Mais par ailleurs, la probabilité que x soit plus grand que 0 plus la probabilité que x soit plus petit que 0, ça fait 1, puisque c'est la probabilité de tout. Donc vous avez deux nombres qui sont égaux et dont la somme fait 1. Donc ça veut dire que chacun est égal à 1,5. De manière plus visuelle, ça veut simplement dire que si je regarde mon graphique qui est là, je sais que sous la courbe, l'aire est égale à 1. La probabilité que x soit plus petit que 0, c'est cette partie de la courbe, ici. Tout ça jusqu'à moins l'infini. Et la probabilité que x soit plus grand que 0, c'est la partie de la courbe qui est là. Tout ce qui est après 0. Et comme la courbe est symétrique par rapport à l'axe ordonné, ce que j'ai assuré en bleu ou ce que j'ai rassuré en rouge, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça partage 1 de façon égale. Donc ça veut dire que j'ai 1,5 et 1,5. 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Donc c'est exactement ce qu'on a dit dans cette démonstration. Alors, comment est-ce qu'on va calculer pratiquement des probabilités avec la loi normale? Alors, je l'avais signalé en cours, quand on avait fait le chapitre sur les primitives, je vous avais dit qu'il y a des fonctions dont on ne connaît pas de primitives, et il y a même des fonctions dont on a montré qu'il n'est pas possible d'exprimer simplement des primitives, et la densité f en fait partie. Donc, on va pouvoir faire de calculs exacts, puisqu'on ne sait pas trouver une primitive de f, on ne sait pas calculer les intégrales avec f, donc on ne sait pas calculer les intégrales de façon exacte, et donc on va faire que des calculs approchés à l'aide de la calculatrice. Parce que la calculatrice, elle nous permet de calculer des probabilités avec la loi normale. Alors, je vous ai mis ici les différentes touches sur la calculatrice. Donc sur les TI, il faut aller dans seconde var, qui permet d'avoir accès aux différentes lois de probabilité, et la numéro 2, c'est la loi normale. Et ensuite, quand vous sélectionnez 2, à l'affichage, vous allez avoir normal frep qui va apparaître, et vous mettez A et B, donc qui sont les deux nombres qui encadrent x ici, et puis vous rajoutez 0, 1, parce que c'est la loi normale sans très réduite, donc c'est le 0 et le 1 de n01. Pour Casio, vous faites option F3, F5, F3, F1, F2, et vous avez norme CD qui va apparaître. Et pareil, vous mettez A, B. Alors, attention, c'est 1, 0 sur les Casio, c'est d'abord le 1 après le 0. Et chez Numworks, c'est un peu plus complet. Vous allez dans le menu probabilité, puis vous choisissez normal. Et il y a sur la gauche, en haut à gauche, vous avez une petite courbe qui apparaît. Et il faut choisir la courbe où vous avez une petite bande orange qui est assurée, qui est coloriée, et ça fait apparaître cette fenêtre-là. Et donc là, vous mettez ici la valeur de A, ici la valeur de B, et vous allez avoir le résultat qui va apparaître ici. Voilà, bon, je vous laisserai vous entraîner tout seul à la maison, je vais vous donner des exercices là-dessus, et s'il y a des problèmes, vous m'en parlerez la prochaine fois. Alors attention, les TI et les Casio ne permettent que de calculer des probabilités de la forme P de x compris entre A et B. Alors évidemment, au sens large ou au sens strict, on sait que ça ne change rien. Et donc, si on vous demande de calculer d'autres probabilités, P de x plus grand que A ou P de x plus petit que A ou plus grand que B, eh bien, il va falloir se ramener à une probabilité de ce type-là,
en utilisant la symétrie de la courbe. Alors, par contre, les NumWorks, elles permettent de calculer directement ces probabilités-là. Il suffit, dans le menu probabilité normale, de changer l'allure de la courbe. Donc, quand on veut x compris entre A et B, on choisit la petite bande orange. Quand on veut x plus petit que A, on choisit tout ce qui est assuré avant A, et quand on veut plus grand que B, tout ce qui est assuré après B. Donc, vous avez 3 choix possibles. Il suffit de choisir celui qui correspond au type de probabilité que vous voulez. Alors, par exemple, soit x la variable qui suit une loi normale n01, comment calculer à 10-3 près la probabilité que x soit entre moins 2 et 1, soit plus petit que 0,5, plus grand que 1, plus petit que moins 0,8, plus grand que moins 0,3. Donc la première, elle ne pose pas de problème puisque c'est une probabilité du type P de x compris entre deux valeurs. Donc là, il suffit de prendre la calculatrice, de rentrer pour valeur de A moins 2, pour valeur de B 1, et on trouve le résultat. Alors maintenant, pour x plus petit que 0,5. Donc là, l'idée, alors je vais tenter de faire un dessin, ça ne va pas forcément être très joli, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc ça, c'est l'axe des abscisses, ça, c'est l'axe des ordonnées. Je vais essayer de faire une courbe en cloche. Voilà, c'est pas si mal que ça. Et donc, on veut x plus petit que 0,5. Donc l'idée, c'est de dire 0,5, par exemple, c'est ici. Voilà où se trouve 0,5. Et je vais découper. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est avant 0,5. Donc tout ce qui est avant 0,5, ça correspond à toute cette partie de la courbe là qui se situe avant. J'ai peur que ça efface tout si je fais ça. Donc, je vais le refaire. Donc tout ce qui est avant cette droite là. D'accord? Donc toute cette partie de la courbe ici qui est avant la droite orange. Donc ce qu'on va dire, c'est que être avant 0,5, on peut le découper en deux. On peut dire que c'est tout ce qui est avant 0. Donc toute cette partie-là. Toute cette partie-là, qui est la partie avant 0. Plus ce qui est entre 0 et 0,5. Donc plus cette partie que je vais faire ici en violet. Je suis désolé, mais ma souris a un petit peu de latence, donc ça ne va pas très vite. Voilà. Donc l'idée, c'est de séparer comme ça en deux, ce que j'ai représenté ici, par cette égalité. X inférieur à 0,5, c'est x inférieur à 0, donc tout ce qui est en rouge, plus x entre 0 et 0,5, donc tout ce qui est en violet. Bon, ne vous posez pas trop de questions plutôt à propos des inégalités, larges ou strictes. De toute façon, on sait que ça ne change absolument rien, donc vous pouvez bien mettre ce que vous voulez, ça sera toujours juste. Alors pourquoi faire ça? Eh bien simplement parce que d'après la propriété qu'on a vue, ce qui est en rouge là, probabilité de x plus petit que 0, on le connaît, c'est 0,5, c'est 1,5. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer ce qui est ici en violet. Et ce qui est ici en violet, c'est une forme P de x compris entre A et B. Donc ça, je peux le calculer à la calculatrice. Donc l'idée, c'est de dire que ça, je le connais, ça vaut 0,5. Et ça, je peux le calculer à l'aide de la calculatrice. Donc, ça va me donner P de x plus petit que 0,5, c'est 1,5 plus cette probabilité-là. Cette probabilité, je la calcule à la calculatrice, je trouve 0,195. Donc après, j'ai plus qu'à ajouter 1,5 et j'obtiens la probabilité que x soit plus petit que 0,5. Ça fait 0,691. Donc ça, ce passage, il est obligé sur les TI et les Casio. Par contre, sur les NumWorks, vous pouvez directement trouver cette valeur-là. Bon, et après, pour toutes les autres, ça va fonctionner pareil. Soit on va dire que ce qu'on cherche, c'est 1,5 plus quelque chose, ou ça peut aussi être 1,5 moins quelque chose. Par exemple, si je fais P de x plus grand que 1, donc tout ce qui est au-delà de 1, eh bien, je vais te dire que c'est ce qui est plus grand que 0, moins ce qui est entre 0 et 1. Ce qui est plus grand que 0, je sais que ça fait 1,5. Et il ne me reste plus qu'à retirer ce qui est entre 0 et 1. Ça, j'utilise la calculatrice pour le chercher, et je trouve mon résultat. Ça fait 0,159. Ensuite, pour la quatrième, x inférieur à moins 0,8. Donc, être inférieur à moins 0,8, ça veut dire être plus petit que 0, moins ce qui est entre moins 0,8 et 0. Si je vais jusqu'à 0, ça veut dire que je suis allé au-delà de ce que je devais aller. Moi, je devais aller jusqu'à moins 0,8. Donc, je vais jusqu'à 0, puis j'enlève ce que j'ai mis en trop, c'est-à-dire ce qui est entre moins 0,8 et 0. Donc, toujours pareil, ça fait 1,5 moins la probabilité que x soit entre moins 0,8 et 0.
Et ça, à l'aide de la calculatrice, je trouve que ça fait 0,212. Et pour la dernière, x plus grand que moins 0,3. Donc là, pour dire plus grand que moins 0,3, je vais dire c'est tout ce qui est entre moins 0,3 et 0, plus tout ce qui est au-delà de 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, ce qui est au-delà de 0, c'est une probabilité 1,5. Et donc, je calcule ce qui est entre moins 0,3 et 0, et je l'ajoute 1,5, et je trouve le résultat. Donc, si c'est pas très clair, vous faites un schéma à chaque fois, et comme ça, vous voyez bien, est-ce qu'il faut enlever quelque chose ou rajouter quelque chose par rapport à 1,5. 1,5, c'est soit tout ce qui est avant 0, soit tout ce qui est après 0. Et après, vous voyez, en fonction de ce qu'on vous demande, est-ce que je dois rajouter quelque chose ou enlever quelque chose. Et ce quelque chose, vous pouvez toujours le calculer à l'aide de votre calculatrice. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Ok, alors on continue. Alors, théorème fondamental, qui va nous servir surtout pour la suite, pour la deuxième partie du cours sur l'estimation. Si x suit une loi normale centrée réduite, n0,1, alors pour tout réel alpha qui est compris entre 0 et 1, il existe un unique réel qu'on note u indice alpha, tel que la probabilité que x soit entre moins u alpha et plus u alpha égale 1 moins alpha. Donc l'idée c'est de dire, si j'ai ma courbe en cloche, attendez, peut-être que je vais faire autrement. Hop. Est-ce que je peux remonter? Voilà. Hop, voilà. Hop, je vais remettre la diapo qui est là, ce sera plus joli. Et donc l'idée c'est de dire, si je me donne un nombre alpha strictement compris entre 0 et 1, par exemple, je ne sais pas moi, 0,1 par exemple, eh bien, je peux trouver un nombre, u indice 0,1, tel que la probabilité que x soit compris entre moins ce nombre et plus ce nombre soit égale à 1 moins 0,1, c'est-à-dire à 0,9. Donc, on cherche un nombre tel que la probabilité d'être entre moins ce nombre et plus ce nombre, donc la probabilité de se trouver dans cette partie de la courbe, non, c'est pas très symétrique ce que je viens de faire là, être entre moins ce nombre et plus ce nombre, donc on va dire comme ça et comme ça, puisque c'est moins un nombre et plus lui-même, ça doit être symétrique. Donc la probabilité d'être ici est égale à 1 moins alpha, donc si j'ai par exemple pour alpha 0,1, 1 moins alpha ça fait 0,9, donc 90%. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on peut toujours trouver un nombre tel que la probabilité d'être entre plus ce nombre et moins ce nombre égale à une certaine proportion choisie à l'avance. Donc c'est ça qu'on va prouver dans ce qui suit. Alors je reviens à ma diapo 37. Elle est là. Alors, ça c'est une démonstration qui n'est pas inintéressante parce que vous allez voir, elle utilise plein de trucs qu'on a vu cette année. C'est une synthèse presque de tout le programme d'analyse qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors, pourquoi ? Donc, je vais considérer la fonction g qui a u associe probabilité que x soit compris entre moins u et u. Donc, mon but, c'est de trouver un nombre u alpha tel que g de u alpha soit égal à 1 moins alpha. Alors, cette fonction, je la définis seulement sur 0 plus l'infini, puisque mon u doit être positif pour être plus petit que moins u. Par symétrie de la courbe, toujours la même idée, la probabilité que x soit entre moins u et u, c'est 2 fois la probabilité que x soit entre 0 et u, puisque c'est symétrique par rapport à 0. Donc si je prends tout ce qui est entre 0 et u, c'est la même chose que tout ce qui est entre moins u et 0. Donc entre moins u et plus u, j'ai 2 fois ce qui est entre 0 et u. Du coup, ma fonction g, elle est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à u de la densité. Ça, c'est la définition même de la probabilité. Probabilité que x soit entre 0 et u, c'est l'intégrale de 0 à u de la densité. Du coup, ça nous amène naturellement à considérer cette fonction. La fonction grand F qui, à petit u, associe l'intégrale de 0 à u de la densité. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, par le théorème fondamental qu'on a vu dans le chapitre 13, cette fonction grand F, c'est l'unique primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc en particulier, cette fonction grand F, elle est dérivable, et donc puisqu'elle est dérivable, elle est continue, et en 0, elle vaut 0. De plus, sa dérivée
c'est petit f, par définition. Et petit f, souvenez-vous, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Donc ça, c'est une constante positive fois exponentielle de quelque chose, donc c'est strictement positif. Donc ça nous dit que la fonction f est strictement croissante, puisque sa dérivée est strictement positive. Et enfin, dernière remarque, la limite de f de u quand u tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que ici, là, je fais tendre cette borne vers plus l'infini, ça revient donc à faire toute l'aire sous la courbe entre 0 et plus l'infini, donc ça revient à faire la probabilité que x soit entre 0 et plus l'infini, ce qui revient à dire juste que x est plus grand que 0. Mais la probabilité que x soit plus grand que 0, on l'a dit, c'était 1,5. Alors, à votre avis, je fais tout ça pour arriver à quoi? Pour démontrer le théorème, évidemment, mais mon but, là, c'est d'utiliser quoi? Vu toutes les propriétés que je viens de dénoncer sur f, je suis en train de vouloir appliquer quelle propriété? Eh oui, le théorème des valeurs intermédiaires, ou même plus précisément son corollaire. J'ai montré que f est continue, qu'elle est strictement monotone, et il suffit que je montre que ce qui m'intéresse, à savoir 1 moins alpha, est bien compris entre les deux limites. Alors, on va voir que c'est bien le cas. Si je prends alpha qui est entre 0 et 1, alors dans ce cas-là, alpha, donc qui est compris entre 0 et 1 strictement, en multipliant par moins 1, ça me fait moins alpha qui est plus grand que moins 1 plus petit que 0. Et donc en ajoutant 1 partout, ça me dit que 1 moins alpha est positif et plus petit que 1. Mais alors attention, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit cette fonction g là, qui soit égale à 1 moins alpha, et pas f. Mais quel est le rapport entre g et f? C'est que grand G, c'est 2 fois grand f. Donc je ne vais pas m'intéresser à 1 moins alpha, mais je vais m'intéresser à 1 moins alpha sur 2. Et 1 moins alpha sur 2, puisque 1 moins alpha est entre 0 et 1, 1 moins alpha sur 2 est entre 0 et 1,5. Donc c'est exactement ce que je veux, puisque f de 0, puisque 0, pardon, c'est f de 0, et 1,5, c'est la limite de f en plus l'infini. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Grand f, elle est continue, elle est strictement croissante, et 1 moins alpha sur 2 est une valeur intermédiaire entre l'image de 0 et la limite de f en plus l'infini. Donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires me dit qu'il existe un unique réel u alpha positif, tel que f de u alpha, ce soit 1 moins alpha sur 2. Mais comme f de u égale 1 moins alpha sur 2, ça équivaut à dire que 2f de u égale 1 moins alpha, c'est-à-dire que g de u égale 1 moins alpha, j'ai exactement montré ce que je voulais, que u alpha, c'est l'unique réel qui vérifie g de u alpha égale 1 moins alpha. Ce qui revient à dire ce que j'ai annoncé, la probabilité que x soit entre moins u alpha et plus u alpha égale 1 moins alpha. Donc on a bien un seul réel alpha, un seul réel u alpha, pardon, tel que l'aire sous la courbe entre moins u alpha et plus u alpha soit égal à 1 moins alpha. Alors à votre avis, quand je prends alpha de plus en plus grand, le u alpha, il est comment? Il est de plus en plus grand ou il est de plus en plus petit? Ouais, il est de plus en plus petit. Quand u alpha augmente, ça veut dire que je prends un intervalle ici qui est de plus en plus grand. Par exemple, si je prends u alpha égale 3, je vais avoir x compris entre moins 3 et 3. Et si je prends u alpha égale 5, je vais avoir x compris entre moins 5 et 5. Donc plus u alpha va être grand, plus cet intervalle ici va être grand, donc plus cette probabilité va être grande. Et donc dire que cette probabilité est grande, ça veut dire que ici 1 moins alpha est grand, et 1 moins alpha il est d'autant plus grand que alpha est petit. À la limite, si je prends u alpha qui tend vers l'infini, je vais avoir cette probabilité qui va tendre vers 1, et donc alpha qui va tendre vers 0. Donc quand alpha tend vers 0, u alpha tend vers l'infini, et inversement, quand alpha tend vers 1, u alpha tend vers 0. Alors, dans la pratique, on peut déterminer u alpha, encore une fois, en utilisant une calculatrice. Alors, vos calculatrices ne donnent pas directement u alpha, et ça c'est vrai pour tous les modèles, y compris la NumWorks.
Par contre, ça permet de calculer un réel C tel que la probabilité que x soit plus petit que C égale un nombre P connu à l'avance. Donc la P est connue et je cherche C. Donc la syntaxe est la suivante. Bon, dans les TI, vous faites seconde var, mais vous choisissez 3 au lieu de choisir 2. Hein, dans le calcul de P de x compris entre A et B, ici, il faut choisir 2. Dans le calcul du petit c, il faut choisir 3. Il faut choisir frac normal. Et puis on met la valeur de P qui nous intéresse, 0 et 1. Pour les Casio, on fait cette séquence de touches et on a 1 normal CD au lieu de normal CD. Et pareil, on met la probabilité qu'on cherche et 1, 0. Et enfin, pour les Numworks, il faut aller toujours dans probabilité et choisir normal. Et sur le petit schéma qui est en haut à gauche, choisir là où on a une bande colorée, pas la bande colorée justement, mais tout ce qui est plus petit qu'une valeur. On a un écran qui est comme ça. Il y aura sûrement quelque chose d'écrit ici, mais on s'en fiche. Et on rentre la valeur P qui nous intéresse là. Et une fois qu'on a rentré la valeur P ici, ça donnera le nombre qu'on cherche ici. Donc, le principe, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est pas tout à fait C, mais grâce à la symétrie de la courbe, on va pouvoir trouver U alpha à partir de C. Alors, je vous montre comment on fait sur cette propriété. Donc, par exemple, on n'a que U indice 0,05. Donc, si je prends alpha égale 0,05, U alpha vaut à peu près 1,96. Et si alpha vaut 0,01, U alpha vaut à peu près 2,58. Donc, ce qui revient à dire qu'entre moins 1,96 et 1,96, vous avez 95% de la courbe, et qu'entre moins 2,58 et plus 2,58, vous avez 99% de la courbe. Donc ça, c'est à mettre en parallèle avec le fait que on a ici une courbe gaussienne, une courbe en cloche, qui décroît très vite. Donc vous voyez ici, entre moins 3 et 3, vous avez quasiment toute la courbe. Précisément entre moins 2,99 et plus 2,99. Non, c'était combien? Moins 2,57 et moins 2,57 et plus 2,57, vous avez 99% de la courbe. Donc après, il reste quelque chose, il reste 1% en tout, mais il ne reste pas grand-chose. Alors, preuve. Donc, si on reprend les notations précédentes, donc nous, on cherche ça, P de x compris entre moins U alpha et plus U alpha, ça vaut 1 moins alpha, donc ça vaut 0,95. Donc, ça revient à dire qu'on cherche un U tel que G de U, je n'ai pas remis U alpha, j'ai mis juste U, égale 0,95, et donc, ça fait 2 fois F de U égale 0,95. Ça veut dire que F de U égale 0,495. Donc, souvenez-vous que F de U, c'est tout ce qui est entre moins U et plus U. Non, pardon, F de U, c'est tout ce qui est entre 0 et U, pardon. Donc, on cherche un U tel qu'entre 0 et U, on est 0,495. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est trouver tout ce qui est avant U. Donc, l'idée, c'est de dire tout ce qui est avant U, c'est ce qui est entre moins l'infini et 0, plus ce qui est entre 0 et U. Donc, c'est ce que j'ai dit. Probabilité que x soit plus petit que 0,05, c'est la probabilité que x soit plus petit que 0, plus la probabilité que x soit entre 0 et 0,05. U indice 0,05. Et ça, tout ça, je connais, puisque ça, je sais que ça vaut 1,5. Et ça, je sais que ça vaut 0,475. Donc, ça fait 0,975. Et après, j'ai plus qu'à prendre ma calculatrice, suivant le modèle, faire ce qu'il faut, rentrer P égale 0,975, et je trouverai le U alpha qui m'intéresse. En l'occurrence, on trouve bien le 1,96 que j'ai annoncé ici. Et en faisant pareil avec 0,01, donc on va dire que x compris entre 0,01, ça veut dire x plus petit que 0, probabilité 0,5, plus x entre 0 et 0,5, et ça, eh bien, ça correspond à 1 moins 0,01 sur 2. Je prends que la moitié, là, puisque je ne suis pas entre moins U alpha et plus U alpha, je suis entre 0 et U alpha. Entre 0 et U alpha, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc ça fait 0,995. Et on en déduit que ça fait U indice 0,01 égale 2,58. Donc ça, il faut que vous vous entraîniez avec votre calculatrice, vous aurez des exercices à faire là-dessus. Donc graphiquement, c'est ce que je vous disais, ça veut dire que sur la courbe en cloche,
95% de l'air est comprise entre moins 1,96 et plus 1,96, et 99% de l'air est comprise entre moins 2,58 et plus 2,58. Des questions? Alors, on continue avec l'espérance et l'écart type. Alors, si vous vous souvenez, dans le cours du chapitre 14, on avait défini l'espérance d'abord pour une loi discrète, pour une loi continue, pardon, sur un intervalle AB. On avait dit que c'était l'intégrale de A à B de t fois la densité, t fois f de t. Ensuite, on a dit, si jamais la fonction n'est pas définie sur AB, mais sur A plus l'infini, eh bien, on va calculer l'intégrale de A à plus l'infini de t fois f de t, et puis on fera tendre... non, on va calculer l'intégrale de A à x, pardon, de t fois f de t, puis on va tendre x vers plus l'infini. Alors là, le truc, c'est que notre densité, elle est définie sur R tout entier. Donc, la définition, elle est un peu plus compliquée. Il va falloir regarder deux choses. L'idée étant toujours la même, étant toujours de calculer l'intégrale de t fois la densité. Alors, la densité, ici, je l'ai appelée g, parce que c'est vrai pour n'importe quelle variable qui a pour une densité g, pas forcément la f de notre cours. Donc, si c'est une densité qui est définie sur R, on va regarder la fonction qui a x associe l'intégrale de x à 0 de t fois la densité, la fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x de t fois la densité, et puis on va faire tendre ici x vers moins l'infini, et ici x vers plus l'infini. Et donc pour que la variable ait une espérance, il faut que ces deux fonctions aient une limite finie. Donc il faut que quand x tend vers moins l'infini, tout ça tende vers un nombre, et que quand x tend vers plus l'infini ici, tout ça tende vers un nombre. Donc si c'est vrai, si ces deux fonctions ont une limite finie, respectivement en moins l'infini pour celle-là et en plus l'infini pour celle-là, on dit dans ce cas-là que grand X a une espérance, et cette espérance, c'est la somme des deux limites. Alors ensuite, il faut qu'on définisse l'écart type. Alors pour définir l'écart type, on définit d'abord la variance. Donc la variance, c'est exactement la même formule que pour les lois discrètes. C'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Bon, on va pas trop s'appesantir là-dessus parce que c'est pas essentiel. On va faire un calcul, et c'est le seul qu'on fera, dans un cas en plus particulièrement qui est particulier, qui est plus simple. Donc bon, c'est pas forcément très simple à comprendre, il y a beaucoup de notations, mais je passe un peu rapidement là-dessus. Alors, ce qu'on va démontrer, ce qui est vraiment intéressant, c'est de prouver que la loi normale centrée réduite, elle a une espérance qui est nulle et un écart type qui est 1, et qui en fait explique cette notation-là. Pourquoi n01? Eh bien, le 0 qui est là, il représente l'espérance, et le 1 qui est là, il représente l'écart type, ou en fait, plus précisément, il représente la variance, mais comme 1 au carré, ça fait 1, c'est pareil. Alors, on va prouver ça. C'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple. Il y a plusieurs calculs. Et là encore, on va faire appel à plein de trucs qu'on a vus cette année. Alors, pour le calcul de l'espérance. Donc, pour le calcul de l'espérance, il faut que je calcule deux intégrales, puis après que je fasse tendre dans ces intégrales x vers plus l'infini ou vers moins l'infini suivant l'intégrale. Donc, je commence par l'intégrale de 0 à x. Donc, je fais l'intégrale de 0 à x avec x positif de t fois la densité, et après, je devrais faire tendre ce x vers plus l'infini. Donc, quand je remplace f par son expression, donc l'expression de f, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Donc, par linéarité, le 1 sur racine de 2pi, je l'ai sorti de l'intégrale. Donc, j'ai juste laissé ici exponentielle moins t carré sur 2. Et là, ce qui fait que ça marche bien et que c'est pas trop compliqué, c'est de remarquer que ça, c'est presque une forme u' exponentielle u. La dérivée de moins t carré sur 2, c'est moins 2t sur 2, c'est-à-dire moins t. Donc c'est presque ce que j'ai là au signe près. Donc là, j'ai rajouté artificiellement un moins, que j'ai contrebalancé ici, en mettant un moins devant l'intégrale. Donc j'ai mis 2 moins, ça fait un plus. Et comme ça, là, je fais exactement apparaître une forme u' exponentielle u. Du coup, ça, je sais trouver une primitive. Une primitive, c'est exponentielle u. Donc avec la constante moins 1 sur racine de 2pi qui reste devant. Et ça, c'est facile à calculer. Donc la valeur en x moins la valeur en 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça donne ça. Et maintenant, je regarde ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, la puissance ici, elle va tendre vers moins l'infini. Et je sais que l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Donc par composition, ce terme-là, quand x va tendre vers plus l'infini, va tendre vers 0. Donc il va disparaître. Donc il va rester seulement
moins 1 sur racine de 2pi fois moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc, il reste juste 1 sur racine de 2pi. Donc ça, c'est pour la première intégrale, entre 0 et x. Maintenant, je refais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire entre x et 0. Mais je ne vais pas tout avoir à refaire parce que si vous regardez, en fait, ici, je n'ai jamais utilisé le fait que x est positif. J'ai juste, dans mon calcul en tout cas, dans tout ce calcul-là, nulle part, j'ai utilisé le fait que x est positif. Donc tout ce calcul, je peux très bien le reprendre quand x est négatif. Du coup, c'est ce que je fais pour aller plus vite. Maintenant, si x est un nombre négatif, eh bien, par le même calcul, j'ai l'intégrale de x à 0 de t fois f de t. Donc, je sais que ça, c'est moins l'intégrale de 0 à x. Et l'intégrale de 0 à x, c'est exactement celle que je viens de calculer. Donc, je ne refais pas le calcul, je l'utilise. Alors, souvenez-vous que dans le calcul précédent, il y avait un moins devant le 1 sur racine de 2pi. Donc, avec le moins que j'ai là, moins et moins, ça fait plus. Donc, il n'y a plus rien. Et maintenant, je fais tendre x vers moins l'infini, mais à cause du carré, là, que je fasse tendre x vers plus l'infini ou vers moins l'infini, ça ne change rien. Donc, mon exponentielle va tendre vers 0. Et du coup, l'intégrale va tendre vers moins 1 sur racine de 2pi, parce que là, c'est ça qui vaut 0. Et là, le moins 1, il reste cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas de moins devant. Donc, il va rester moins 1 fois 1 sur racine de 2pi. Donc, j'ai bien vérifié tout ce qu'il fallait, que l'intégrale entre 0 et x avait une limite quand x tend vers plus l'infini, et que l'intégrale de x à 0 a une limite quand x tend vers moins l'infini. Donc ça nous dit que la variable x a une espérance, et cette espérance, c'est la somme des deux limites que j'ai trouvées. C'est donc 1 sur racine de 2pi plus moins 1 sur racine de 2pi. Mais cette somme est nulle, donc on a bien prouvé que l'espérance de grand X est égale à 0. Alors maintenant, l'écart type. Donc l'écart type, par définition, c'est... Enfin, avant de calculer l'écart type, on calcule déjà la variance. La variance, c'est espérance de x moins espérance de x au carré. Mais on vient de montrer que l'espérance de x est nulle. Donc, dans la formule, il va juste rester x au carré. Donc, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, c'est la même formule que l'espérance de x, mais au lieu de faire t fois f de t, on fait t carré fois f de t. Donc, on y va. On calcule l'intégrale de 0 à x, non pas de t, mais de t carré fois f de t. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que je remplace par la densité. Mais ici, cette fonction, elle, c'est pas la dérivée d'une fonction qu'on connaît. Elle n'est pas de la forme u'. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on va faire quand on arrive là? Qu'est-ce qu'on a vu comme technique pour calculer les intégrales quand on ne sait pas trouver de primitive? Voilà, très bien Sophie. On va intégrer par partie. Alors le problème de l'intégration par partie, c'est de bien choisir les deux fonctions u et v. Alors là, l'astuce, c'est de réécrire le t carré qui est là. Je vais l'écrire t fois t, ou même plus précisément moins t fois moins t. Moins t fois moins t, moins par moins ça fait plus, t fois t ça fait t carré. Et donc je garde un moins t tout seul, et l'autre moins t, je le mets avec l'exponentielle. Pourquoi? Parce que du coup là, j'ai exactement une forme u' exponentielle u. Donc ça va être la dérivée d'une fonction, ça va être mon v'. Et puis ça va être mon u. Donc du coup, je considère la fonction u qui a t associe moins t, et la fonction v qui a t associe exponentielle moins t carré sur 2. Ça me définit deux fonctions qui sont dérivables sur R, et leur dérivée, c'est moins 1 et moins t exponentielle moins t carré sur 2. Donc exactement ce que j'ai là. Donc, j'ai deux fonctions dérivées qui sont elles-mêmes continues. Je peux utiliser l'intégration par partie. Et donc, en intégrant par partie, j'ai que cette intégrale-là, c'est, alors la formule d'intégration par partie, c'est le produit u fois v. Donc, u fois v, comme u, ça vaut moins 1, et que v, ça vaut exponentielle moins t carré sur 2, du coup, je me suis... Non, c'est u fois v, pardon. U, c'est moins t, et v, c'est ça, oui, donc c'est bien bon. C'est bien moins t exponentielle moins t carré sur 2, entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u'v. Donc u' c'est moins 1, et v, c'est exponentielle moins t carré sur 2. Donc il y a 1 sur racine de 2pi qui traîne depuis le début, là, qui est en facteur de l'intégrale, donc je suis obligé de le remettre à chaque fois. Mais ça ne change rien à mon intégration par partie.
Alors ici, en x, ça va donner moins x exponentielle moins x carré sur 2. Et en 0, par contre, ça va faire 0 grâce au t qui est devant, là, qui va tout annuler. Donc ça fait 1 sur racine de 2pi moins x exponentielle moins x carré sur 2. Et là, le moins 1 qui est ici, je le sors avec le moins 1 qui est devant l'intégrale, ça va faire un plus. Donc ça fait 1 sur racine de 2pi intégrale de 0 à x de moins exponentielle moins t carré sur 2 dt. Et donc maintenant, il faut trouver la limite de ça quand x tend vers plus l'infini. Alors, pour le premier terme, je remarque que moins x exponentielle moins x carré sur 2, je peux le réécrire 2 sur x fois moins x carré sur 2 exponentielle moins x carré sur 2. Alors, pourquoi l'écrire comme ça? Bon, déjà, pourquoi est-ce que c'est vrai? Vous voyez que si je redéveloppe t, le 2 et 2 vont s'annuler. Le x carré sur x, ça va faire x, donc ça va même donner moins x fois l'exponentielle. Et maintenant, pourquoi l'écrire comme ça? Parce que du coup, ça me fait apparaître une forme grand x exponentielle grand x. Et du coup, je vais pouvoir utiliser la limite du cours de grand x exponentielle grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Donc, c'est ce que je dis. Moins x carré sur 2, ça tend vers moins l'infini. Et par théorème, je sais que x exponentielle x en moins l'infini tend vers 0. Donc, par composition, moins x carré sur 2 fois exponentielle moins x carré sur 2, ça tend vers 0. Et le terme que j'ai devant, 2 sur x, il tend aussi vers 0. Donc, par produit, tout ça, ça tend vers 0. Donc, le premier terme dans mon intégrale, ici, ce terme-là, il va disparaître, il tend vers 0. Donc ça, hop, ça va disparaître. Maintenant, il faut chercher la limite de ça, de l'autre terme, de 1 sur racine de pi intégrale de 0 à x d'exponentielle moins t carré sur 2 dt. Alors ça, on ne sait pas le calculer, mais en fait, ça, on peut l'interpréter en termes de probabilité. Parce qu'on se retrouve exactement à intégrer notre densité. Ça, là, l'intégrale de 1 sur racine de pi intégrale de 0 à x d'exponentielle moins t carré sur 2 dt, c'est exactement la probabilité que x soit entre 0 et x, que grand x soit entre 0 et x, puisque là, vous avez exactement la densité. Or, quand x va tendre vers l'infini, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, ça revient à dire que simplement grand x est positif, et ça, d'après la propriété qu'on a démontrée au début, c'est 1,5, c'est toujours l'histoire de symétrie. Donc finalement, j'ai un terme qui tend vers 0 et un autre terme qui tend vers 1,5. Alors maintenant, je dois faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire entre x et 0 avec x négatif. Bon, alors pareil, on ne va pas avoir à tout refaire, on peut utiliser le fait que l'intégrale de x à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à x, et l'intégrale de 0 à x, je l'ai déjà calculée, donc je le reprends ici, et on va avoir exactement la même chose, à savoir que ce terme-là, il va tendre lui aussi vers 0, pour la même raison. Alors pourquoi j'ai écrit deux fois... Ah non, je n'ai pas écrit deux fois la même chose. Ah oui, c'est que là, j'ai l'intégrale de 0 à x, et là, je l'ai remis de x à 0, oui, c'est ça. Donc, pour la même raison que tout à l'heure, ce terme, il va tendre vers... là, c'est en moins l'infini, je me suis trompé. Il va tendre vers 0 en moins l'infini. Et l'autre terme va tendre vers la probabilité que x soit plus petit que 0, qui vaut 1,5. Voilà. Donc, si je rassemble tous les bouts, j'ai montré que mes deux intégrales convergeaient. Donc, ça veut dire que x carré a une espérance, autrement dit, x a une variance. Et cette variance, c'est la somme des deux limites que j'ai trouvées. 1,5 plus 1,5, ça vaut bien 1. Et donc, l'écart type, racine de 1, ça fait 1. Bon, voilà, c'est une démonstration qui est un peu technique, qui n'est pas forcément très simple. Il y a beaucoup de morceaux qui rentrent en jeu, mais c'est intéressant parce que ça nous fait utiliser un peu tout ce qu'on a vu en calcul intégral, hein, notamment l'intégration par partie. Voilà, je vous rassure, là, on a passé le plus dur pour aujourd'hui. Donc, ça justifie, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on dise que c'est la loi N01. 0, c'est l'espérance, 1, c'est la variance. Et on dit que une variable qui suit cette loi est centrée. Centrée, ça veut dire que sa moyenne est nulle. Et réduite, ça veut dire que son écart type est égal à 1. Donc on dit, ça justifie le titre du paragraphe. Hein. J'avais dit loi normale centrée réduite. Donc centrée, ça veut dire l'espérance vaut 0. Réduite, ça veut dire l'écart type vaut 1. Des questions ? Pas de questions. Alors, on continue avec maintenant la loi normale générale. Parce qu'en fait, on vient de voir une loi normale particulière, mais en fait, on peut définir
toute une famille de lois normales, n mu sigma carré. Alors, la définition qu'on a dans le programme de terminale est la suivante. Je me donne deux réels mu et sigma avec sigma strictement positif. Par contre, mu, lui, peut être positif, négatif, nul, il peut être ce que vous voulez, mais sigma doit être strictement positif. Alors, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi normale mu sigma carré. Si la variable grand X la variable grand Y, que j'obtiens en faisant X moins mu sur sigma, suit une loi normale centrée réduite. Donc en fait, nous, on ramène une loi quelconque à la définition d'une loi normale centrée réduite. Alors, exemple de calcul, si je sais que x suit une loi normale n 2, 9, quelle est la probabilité que x soit entre moins 2 et 1? Donc attention, ici c'est mu, mais ici c'est sigma carré. Donc ça veut dire que sigma, c'est pas 9, sigma c'est 3. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais transformer cette inégalité sur x en une inégalité sur y, parce que la loi de y, je la connais, c'est la loi centrée réduite. Donc, je dis que x est compris entre moins 2 et 1. Ça équivaut à dire que j'enlève 2 partout, j'enlève le mu, qui est là. Ça veut dire que x moins 2 est compris donc entre moins 4 et moins 1. Et après, je divise par sigma. Sigma, c'est 3. Donc, ça me dit que x moins 2 sur 3 est compris entre moins 4 tiers et moins 1 tiers. Tout ça, donc, c'est pour se ramener à la variable y, qui est définie par x moins mu sur sigma, ici. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que l'événement x compris entre moins 2 et 1, c'est le même que l'événement y compris entre moins 4 tiers et moins 1 tiers. Du coup, la probabilité de cet événement, c'est la même que la probabilité de celui-là. Mais ça, je sais le calculer parce que y, elle suit une loi normale centrée réduite. Donc, je prends ma calculatrice, je calcule quelle est la probabilité que y soit compris entre moins 4 tiers et moins 1 tiers. Je trouve que ça fait 0,278. Et donc, ce nombre-là, c'est aussi la probabilité que grand X soit entre moins 2 et 1. Donc, on peut tout ramener, en fait, aux lois centrées réduites. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, une petite propriété admise, c'est que si x une loi normale pas centrée réduite, une loi normale mu sigma carré, alors c'est une variable à densité. Je ne vous ai pas écrit sa densité parce qu'elle est assez compliquée, on n'en a pas besoin. Sa densité va avoir une courbe en cloche exactement comme celle de la fonction f du début, sauf qu'elle sera plus centrée à l'origine, autour de l'axe des ordonnées, mais elle sera symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale mu. Et elle a une espérance qui vaut mu et un écart type qui vaut sigma. Donc là, on retrouve bien que si mu égale 0, l'espérance de la loi centrée réduite, c'est 0, et si sigma vaut 1, l'écart type, c'est 1. Donc ça vous donne des courbes comme ça, des courbes qui sont en cloche, mais qui sont plus centrées autour de l'origine, mais centrées autour de l'espérance mu. Là, sur mon dessin, j'ai pris mu égale 3. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écart type, c'est un paramètre, c'est une mesure qui permet de rendre compte de la dispersion. Plus sigma est petit, moins les valeurs sont dispersées, plus sigma est grand, plus les valeurs sont dispersées. Donc quand vous allez avoir un sigma petit, vous allez avoir une courbe en cloche qui va être très pointue, comme celle-là. Là, j'ai pris sigma égale 0,2. Puis vous voyez, après, j'ai pris sigma égale 0,5, c'est déjà plus tassé. Sigma égale 1, c'est beaucoup plus tassé. Et puis sigma égale 3, on a presque l'impression que c'est une droite. Alors qu'en fait, c'est une cloche. Mais c'est une cloche qui est tellement pas, comment on peut dire, pointue, que voilà, on a l'impression qu'elle est toute aplatie. Donc plus sigma est grand, plus ça va s'aplatir. Et au contraire, plus sigma est petit, plus ça va être pointu, toujours autour de mu. Alors, même remarque que tout à l'heure, pour la même raison de symétrie, la probabilité que x soit plus petit que mu, c'est la même que la probabilité que x soit plus grand que mu, ça vaut 1,5. La seule différence, c'est que c'est plus par rapport à 0 ici, mais c'est par rapport à mu. Alors, en fait, dans la pratique, vos calculatrices savent calculer directement sur les lois normales qui ne sont pas centrées réduites. Donc, on n'est pas obligé de faire le petit exercice qu'on avait fait tout à l'heure pour tout ramener à y. Vous pouvez travailler directement sur x. Ça ne change pas grand-chose. Vous avez les mêmes suites de touches. La seule différence, c'est que ici, au lieu de rentrer 0 et 1, il faut rentrer mu et sigma. Ici, au lieu de rentrer 1 et 0, il faut rentrer sigma et mu. Et dans les numworks,
quand vous faites probabilité normale, on vous demande au début que vos mu, que vos sigma. Donc, quand c'est une loi centrée réduite, vous mettez 0,1. Puis quand c'est une autre loi, vous mettez la valeur de mu, la valeur de sigma, en faisant toujours attention à une chose, c'est qu'il faut rentrer dans la calculatrice sigma, alors qu'ici, on vous donne sigma au carré. Donc, rentrez bien la racine carrée de ce qui est là. Et donc, pour presque terminer, pas encore tout à fait, mais presque, quelques petits calculs sur une loi qui n'est pas centrée réduite. Donc là, ici, n0,25, ça veut dire que mu vaut 10 et que sigma vaut 5. Alors, on va avoir la même problématique que tout à l'heure, qui est que quand on est sur une probabilité comme ça, x compris entre a et b, bon ben ça, on sait faire directement. Par contre, pour les autres, il va falloir faire un petit changement, sauf pour les numworks qui savent le faire directement, pour se ramener à ce qu'on veut. Donc, pour x entre 7 et 11, je trouve directement 0,305 à l'aide de la calculatrice. Si je veux x plus petit que 12, alors n'oubliez pas que là, je suis avec une loi qui est centrée en 10. Donc, si elle est centrée en 10, je vais dire que être plus petit que 12, ça veut dire être entre 0 et 10 ou être entre 10 et 12. Donc ici, je ne vais pas découper par rapport à 0, je vais découper par rapport à 10. Il faut découper par rapport à la moyenne. Donc la probabilité que ce soit plus petit que la moyenne, c'est toujours 1,5. Et être entre 10 et 12, je le calcule à l'aide de la calculatrice. Et au final, je trouve la valeur en rajoutant 0,5. Et après, c'est le même principe pour les autres. Plus grand que 8. Plus grand que 8, ça veut dire être entre 8 et 10 ou être plus grand que 10. Être entre 8 et 10, je le calcule à la calculatrice. Être plus grand que 10, ça vaut 1,5. Et je trouve 0,655. Tiens, je trouve la même chose. Est-ce un hasard? En fait, non, c'est une histoire de symétrie. C'est une histoire de symétrie parce que 8 et 12, ils sont tous les deux symétriques par rapport à la moyenne qui est 10. Donc, par symétrie, que vous cherchiez à être plus grand que 8 ou plus petit que 12, ça va être la même chose. Ensuite, x plus petit que 9. Donc, plus petit que 9, ça veut dire plus petit que 10, moins ce qui est entre 9 et 10. Donc, x plus petit que 10, moins la probabilité que x soit entre 9 et 10. Donc là, je vais faire 0,5, 1,5, moins ce que me donne la calculatrice pour ce calcul-là. Et je trouve 0,421. Et x plus grand que 11, là, je vais faire ce qui est plus grand que 10, moins ce qui est entre 10 et 11. Et je trouve 0,421. Là encore, je trouve la même chose pour les deux. Ça vient du fait que 9 et 11 sont symétriques par rapport à 10. Alors ensuite, on me demandait quelle est la probabilité de trouver le nombre C pour que x plus petit que C ait une probabilité 0,7. Donc là, il suffit d'utiliser directement la deuxième séquence de touches que je vous ai appris, The, et vous allez trouver directement la valeur de C. On trouve 12,622. Et si on cherche x plus grand que D, on va passer par le complémentaire pour trouver en fait x plus petit que D. Donc si on vous donne x plus grand que D, vous dites si je connais x plus grand que D, je peux calculer x plus petit que D. C'est 1 moins la probabilité que x soit plus grand que D. Ça, je le connais. Ça fait 0,8. Donc x plus petit que D, ça fait 0,2. Et donc je réutilise ce que j'ai utilisé pour C. Je l'utilise pour D, mais non pas avec 0,8, mais avec 0,2. Il faut bien vous dire que vos calculatrices, elles ne savent trouver que le nombre C tel que P de x inférieur à C égale une certaine probabilité P que vous lui donnez. Donc il faut toujours se ramener à ce cas-là, y compris pour les numworks. Allez, dernière propriété, on aura terminé. Si x est une loi normale, mu sigma carré, alors pour tout réel cas positif, la probabilité des événements x compris entre mu moins k fois sigma et mu plus k fois sigma sont indépendantes de mu et de sigma. Et en particulier, quand vous avez une variable qui suit une loi normale, la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, quelles que soient les valeurs de mu et de sigma, c'est toujours 0,683. La probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est toujours 0,954. Et entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est toujours 0,997. Donc en particulier, c'est celui-là qu'on utilise très souvent, là, qui dit que quand vous avez une loi normale, la probabilité que vous vous écartiez de la moyenne de moins de 2 sigma, donc on est à mu plus ou moins 2 sigma, c'est à peu près 95%.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important en statistique parce que on peut montrer, c'est un théorème qui est assez compliqué à prouver, que quand vous avez un phénomène aléatoire qui est le résultat de plein de petits phénomènes indépendants les uns des autres qui s'ajoutent, eh bien, ce phénomène aléatoire que vous étudiez, il va être régi par une loi normale. Donc, typiquement, par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, par exemple, un caractère chez un humain, bah, ce caractère, il va être la somme d'un certain nombre de choses aléatoires qui viennent de l'aléatoire de son génome, qui peuvent venir de l'aléatoire de son environnement, de son éducation, etc. Donc, vous allez avoir plein de petits phénomènes aléatoires qui s'ajoutent les uns aux autres. Et le phénomène global qui va en résulter suit une loi normale. Et même si vous ne connaissez pas mu et sigma pour cette loi-là, vous pouvez dire que la probabilité qu'un individu pris au hasard s'écarte à moins de 2 sigma de la moyenne, c'est 95%. Donc ça, typiquement, par exemple, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que les courbes de QI sont des courbes en cloche. Le QI, le quotient intellectuel, c'est quelque chose qui est aléatoire et qui dépend de plein de petits paramètres qui vont s'accumuler, qui vont donner une certaine loi normale. Et 95% des gens, 95% de la population, ont un QI alors la moyenne du QI c'est 100, entre 100 moins 2 sigma et 100 plus 2 sigma. Alors comment on prouve ça? Donc soit K a un réel strictement positif. Donc on va dire que X est entre mu moins K sigma et mu plus K sigma, c'est équivalent à dire j'enlève mu, je divise par sigma. Sigma est toujours strictement positif par définition, donc il ne va pas changer les inégalités. Donc ça équivaut à dire que X moins mu sur sigma est compris entre moins K et K. Et maintenant j'utilise la définition. Je sais que si je pose Y égale X moins mu sur sigma, alors par définition X suit une loi normale sans très réduite. Quand X suit une loi normale mu sigma carré, Y suit une loi normale sans très réduite. Donc, la probabilité que X soit entre mu moins K sigma et mu plus K sigma, c'est la probabilité que Y soit entre moins K et plus K. Et ça, vous voyez que ça ne dépend plus du tout ni de mu ni de sigma, puisque le nombre K, c'est un nombre qui est fixé, qui ne dépend pas de mu et de sigma. Et Y suit une loi normale sans très réduite. Donc, elle ne dépend pas ni de mu ni de sigma. Donc après, il suffit de prendre sa calculatrice, de calculer pour k égale 1, vous trouverez bien 0,683. Pour k égale 2, vous trouverez bien 0,954. Et pour k égale 3, vous trouverez bien 0,997. Et donc, ça démontre le théorème annoncé. Donc, par exemple, si on vous dit j'ai une loi normale N536, donc ça veut dire que mu vaut 5 et sigma vaut 6. Et quand on vous dit que vaut la probabilité que x soit entre moins 1 et 11, eh bien ça, vous pouvez le donner directement, parce que moins 1, c'est mu moins sigma, c'est 5 moins 6, et 11, c'est 6 plus sigma, c'est mu plus sigma, c'est 5 plus 6. Donc là, je suis dans un intervalle exactement à plus ou moins sigma de la moyenne de mu. Donc je sais, d'après le théorème, que ça a une probabilité 0,683. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. On a eu une déperdition que de 3 personnes, il n'y a que 3 personnes qui ont craqué. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous mettre des exercices à faire. On ne fera pas de classe virtuelle mercredi parce que je n'aurai pas le temps de la préparer pour mercredi. Donc, la prochaine classe virtuelle, ce sera jeudi. Est-ce que c'est possible jeudi? Est-ce que vous avez des classes virtuelles, des cours prévus jeudi? À 9h en allemand. Anglais, allemand, philo, peut-être physique. Ah oui, vous avez beaucoup de choses. Physique aussi. Okay. Ah, en fait, d'accord, ok. Bon. Donc, anglais 8h, allemand 9h, philo 10h, c'est ça? 10h30, ouais, donc vous avez des cours tout le temps, quoi.
Et la physique, c'est quand? Ah oui, la physique, c'est en AP, donc c'est en parallèle avec l'allemand. Et du coup, en tout début d'après-midi, vous avez quelque chose à, je sais pas moi, à 14 heures? Philo, ah oui, vous avez deux fois philo, ok. Bon, ben on va laisser tomber le jeudi alors, parce qu'on va pas trouver. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre des exercices à faire, je vous mettrai les corrigés, comme ça vous pourrez vérifier, et on fait notre prochaine classe virtuelle vendredi prochain. Voilà. Puis comme ça, vendredi prochain, on finira le programme, et on pourra après attaquer les révisions ou les compléments la semaine suivante. Donc, je vous mets des exercices à faire, je vous mettrai les corrigés dans la semaine, mercredi par exemple. Vous pourrez les consulter. Et puis, on se revoit donc vendredi prochain à l'heure habituelle, 16h30, comme d'habitude, pour la fin du cours. Donc, avant de finir, je vous remercie pour votre participation à la vidéo pour Madame Dallène. Ça lui a fait très plaisir. Elle était très contente. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, je vous dis bonne fin de journée, bon week-end. Et puis, on se retrouve donc en classe virtuelle vendredi prochain à 16h30.